Chateaubriand dit superbement: enfant de la Bretagne, les landes me plaisent. Leur fleur d'indigence est la seule qui ne se soit pas fanée à ma boutonnière. Je participe aussi de ces landes. Elles m'ont souvent déchiré, mais j'aime cette lumière de feu follet qu'elles entretiennent dans mon cœur. Dans la mesure où cette lumière m'est parvenue, j'ai fait ce qui était en mon pouvoir pour la transmettre. Je mets ma fierté à penser qu'elle n'est pas éteinte encore. À mes yeux, il y allait par là de mes chances de ne pas démériter de l'aventure humaine. Mademoiselle, est-ce qu'André Breton vous dit quelque chose? Absolument pas, non. Le promoteur de l'école surréaliste. Enfin, Nadja, je connais. Ah, vous avez lu Nadja? Oui. Ça vous a intéressé? Oui, bien sûr, beaucoup. Oui. Surréalisme, vous connaissez? Oui, naturellement. Oui. Ah, en Russie, on connaît? Oh, on connaît, oui, mais c'est impossible pour... C'est pas officiel. Ce n'est pas officiel. Oui, c'est officiel, mais c'est un peu interdit. D'abord le grand pape du surréalisme, Oui. un très bon poète, Oui. un homme extraordinaire, Oui. un homme dont on a beaucoup besoin, dont on avait beaucoup besoin l'année dernière, ou il y a 2 ans, au mois de mai par exemple. Il nous a beaucoup manqué. Là, Breton, c'est un moment d'enthousiasme, il y a à peu près 5 ans. Oui. Et ça vous a marqué? Oui, à l'époque. Est-ce que le surréalisme, c'est important pour vous dans votre vie ou... Oh, ça l'a été, ça a explosé de façon importante au moment où je l'ai lu, et puis maintenant c'est assimilé, je pense. Nadja, c'est très beau, mais c'est pas très important pour moi. C'est plutôt le manifeste, par exemple, qui m'a attirée. Ça m'a fait découvrir Lautréamont et c'est déjà beaucoup. Que vous avez découvert après Breton? Oui. Ça m'a fait découvrir Lénine aussi après. M'a appris à poser tous les problèmes sur un plan politique. Vous croyez qu'on peut vraiment associer la politique et la poésie? On l'a vu en mai, ce qui a pu exalter en mai, l'enthousiasme qui a été créé, c'était essentiellement par l'unité qu'il y avait entre la politique et la poésie, enfin moi je trouve. Oui. C'est-à-dire que savoir par exemple que la lecture du journal La Haute Voix n'est pas compatible avec la poésie, bon ben à partir de là, on se demande pourquoi. Ce qui est intéressant dans le surréalisme, c'est que ça permet de se changer soi-même et le changement que le surréalisme peut produire sur quelqu'un peut l'entraîner à la révolte vers la réalité extérieure. Est-ce que vous avez dans la tête quelques citations de Breton? Il y en a une dans le second manifeste, je ne me rappelle pas exactement le texte, mais le sens c'est à peu près je renie quiconque n'a pas eu au moins une fois envie de descendre dans la rue, revolver au poing et de tirer sur la foule, qui est très célèbre d'ailleurs. C'est bien. Oui. Peut-être aucun des surréalistes n'est descendu dans la rue, revolver au poing, mais ça n'a pas d'importance. Ça n'a jamais été question d'ailleurs. C'est tout, exactement. Man Ray, au travers des années, vous avez été un peu l'œil témoin du groupe surréaliste, puisque de tout temps, vous avez pris des photos, vous avez photographié absolument tout le monde, et en particulier Breton. Vous avez aussi beaucoup pris de photos du groupe, d'une manière générale. J'étais plutôt comme une sorte de notaire qui faisait enregistrer tous les actes des surréalistes et dadaïstes, n'est-ce pas? S'il avait une naissance, un mariage, ou un divorce, ou une nouvelle maîtresse, on m'appelait toujours de l'enregistrer. Mais la tête de Breton, tout de suite, comme tous les hommes que j'ai photographiés à cette époque, je l'ai choisi un peu, même s'ils ne savaient pas. Mais qu'est-ce qu'il y avait particulièrement dans le visage de Breton qui vous attirait? Je pensais toujours à un lion. Et il ne portait pas les cheveux trop longs à cette époque, n'est-ce pas? Quelquefois un peu trop courts, je trouvais. Mais cette tête, ce profil, cette allure qu'il avait, je le voyais toujours dans un film, comme un roi, comme un général, quelqu'un qui dirige les choses, n'est-ce pas? Alors j'essaie de saisir cet aspect. Seulement, André n'était pas trop content avec mes photos. Il disait que c'était trop joli, un peu. Il aimait mieux une photo faite par un photographe quelconque, même une photo de passeport, n'est-ce pas? Alors moi je dis, c'est pas la photo qui est jolie, c'est le sujet qui est trop joli. Est-ce que pour vous, son visage a changé vraiment au travers des années, ou est-ce qu'il y avait toujours les mêmes qualités? Presque pas. Le visage n'a pas changé pour moi, moins que n'importe qui d'autre. Je le voyais la dernière fois comme je l'ai vu dans les années 20. Oui, oui.
Et c'était à cause de l'expression surtout. Évidemment, il avait un profil magnifique. Si j'étais sculpteur, je l'aurais sculpté. C'est pour ça que j'emploie certains procédés dans la photographie que j'appelais la solarisation, qui accentuait les traits du profil. Je me suis servi seulement dans des buts très restreints, soit qu'un bon profil ou pour un nu quelquefois, pour accentuer le dessin. Il y avait aussi le visage très asymétrique, le côté droit et gauche. Cette dissymétrie, c'était l'expression, une sorte de problème qu'il avait, ou une distraction. Breton, j'ai trouvé un homme qui est capable, une chose que j'admirais beaucoup, de se contredire du jour au lendemain. Oui. N'est-ce pas? Oui, c'est juste. Et c'est ça que j'ai trouvé magnifique chez lui, le côté contradictoire. Dites-moi, Man Ray, vous avez été aussi un vieux dadaïste avant de devenir un surréaliste. Et vous avez pu observer le passage de Dada au surréalisme chez Breton. À votre avis, d'où provenait l'insatisfaction de Breton pour le dadaïsme et pourquoi est-il passé à autre chose? Mais dans des termes les plus simples, parce que le mouvement Dada était un mouvement négatif. Il fallait balayer le terrain avant de faire quelque chose d'autre. Mais avec le surréalisme, on est devenu plus constructif. On cherchait définitivement des nouvelles sources d'inspiration, le subconscient, le rêve, le hasard. J'ai une petite chose. J'ai la dernière phrase inscrite sur mon montre-bracelet. Je cherche l'or du temps. J'ai dessiné le bracelet pour ça, un bracelet permanent. Et j'ai fait inscrire le mot de Breton. Il y a combien de temps vous l'avez fait, ça? Oh, après sa mort. Jacques Baron, la plupart des gens qui parlent de Breton nous parlent surtout de la grande figure du surréalisme, mais pour vous, Breton, c'est un personnage beaucoup plus quotidien, beaucoup plus familier, je crois. Oui, je crois qu'on a beaucoup abusé de l'expression du pape du surréalisme. Breton avait non seulement un sens de l'humour dans le sens littéraire du mot, mais un sens de l'humour dans la vie, un sens de l'humour absolument quotidien. Enfin, le moindre écho dans un journal pouvait le faire rire. De même, quelquefois, n'est-ce pas, la manière dont on était habillé, ça l'amusait, n'est-ce pas? Si on mettait par exemple une cravate rouge un jour de pluie, il disait que c'était ridicule. Mais tout ça sur le ton farceur. Il aimait beaucoup taquiner ses amis aussi. Il aimait beaucoup taquiner ses amis. Il aimait les prendre en défaut. Les prendre en défaut de la parole, en défaut d'attitude, en défaut de... comment dirais-je? En défaut de réalité. Il avait besoin de voir ses amis tout le temps et souvent. Oui, bien entendu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait ces réunions à peu près quotidiennes au café Cyrano, par exemple, sur la place Blanche, n'est-ce pas? Évidemment, à cette époque-là, il faut tenir compte d'un fait, c'est qu'il n'y avait pas le téléphone. Alors, on se réunissait dans les cafés, c'était une manière de prendre contact. On ne pouvait pas se joindre facilement les uns et les autres par téléphone, n'est-ce pas? Si bien que la réunion de café devenait une espèce de réunion de club. Et où, si vous voulez, on traitait des affaires courantes, on s'occupait des choses du jour, ou des idées qui venaient à la suite des promenades à marché aux puces, par exemple, n'est-ce pas? Je trouve qu'il n'y a de surréalistes, et qu'il n'y a eu de surréalistes, que les gens qui se sont assis à l'une des tables de l'un des nombreux cafés où André Breton réunissait ses amis, ou ceux qui ont été voir André Breton chez lui, ou ceux plus lointains qui ont correspondu assez longuement avec lui, ceux qui ont été en relation, non pas seulement artistique, mais psychologique, affective, intime, avec cet homme tout à fait extraordinaire. Tu permets? Oui, il y a déjà tout l'autre fois. Pas tellement de malheur dans la vie comme ça du mois d'août, là, ça le cirque. Si on peut manger des écrevisses, déjà ça. Ouh là là. C'est un homme de collectivité. Et cette collectivité, elle se formait autour de lui, beaucoup plus qu'il la recrutait. J'ai toujours eu l'impression que Breton, je ne sais pas moi, exilé dans un village perdu, je
je sais pas moi, dans quelques montagnes, au bout de 8 jours, tous les soirs se seraient réunis les 7 ou 8 personnages intéressants de l'endroit, se seraient agrégés autour de Breton, par une espèce de mouvement naturel. Il s'y plaisait, mais ça se formait aussi malgré lui. Je crois que les gens lui plaisaient ou le décevaient dans la manière où il y avait une étincelle qui se produisait entre lui et eux. Et la durée de cette étincelle. Et la durée de cette étincelle, bien entendu. Oui. Il y avait des traversées, comme ça, le groupe était sujet à des traversées, plus ou moins longues, de gens qui exaltaient quelque chose ou qui étaient exaltés par lui. Salvador Dali, vous savez que nous sommes venus vous interroger sur André Breton aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été votre impression le jour où vous avez appris qu'André Breton était mort? Comme toujours, la même chose que pour García Lorca, la première chose que j'ai dit, c'est « olé », que c'est la façon caractéristique des Espagnols pour souligner un événement important. Il faut quand même rendre hommage à Breton, parce qu'on va oublier que je dise que je considère que c'est un des personnages les plus honnêtes de mon époque, intransigeant, il n'était pas du tout opportuniste ni jésuitique comme moi, donc j'admire en lui tout ce qui est contraire à moi, que c'est ce qui vous fait toujours plaisir. Enfin, ce que j'aime, c'est rencontrer des personnages d'une grande catégorie comme lui et qui soient au pôle opposé et qui l'a exprimé avec une rectitude digne d'une croix de Saint-André. Et la deuxième réflexion, c'est quand j'ai reçu le faire-part, parce que le faire-part d'André Breton, il disait « j'ai cherché l'or du temps ». Alors moi, au bout de quelques jours, je lui ai rendu hommage à l'école polytechnique, et j'ai dit André Breton cherchait l'or du temps, et moi j'ai cherché l'or du temps et de l'espace, que c'était l'ambition de toute ma vie, puisque suivant la tradition des alchimistes et des mystiques du Moyen-Âge, surtout de Raymond Louis, vous savez très bien que l'ambition de tous ces mystiques, c'était la transmutation de la matière vile en or, puisque l'unique façon de spiritualiser la matière, c'est de la aurifier. Et à ce point de vue, je dois dire que l'anagramme d'André Breton, à vie de dollar, puisqu'il avait un sens hautement magique, toute son œuvre, m'a rendu immédiatement service parce que je gagnais déjà assez d'argent, mais depuis cet anagramme, c'était une véritable diarrhée d'or qui a tombé sur ma tête et qui continue à déferler sur ma personnalité. Est-ce que vous savez qu'André Breton, vous avez toujours considéré comme un écrivain beaucoup plus important qu'un peintre? Ça a coïncidé avec mon opinion et avec celle de mon père, que j'ai fait une composition littéraire au collège, et mon père il a dit aussi que j'étais meilleur écrivain. Et c'est possible parce que moi je suis surtout l'inventeur de la fameuse méthode pranacritique, qu'il y a 35 ans que j'ai inventée, et qu'encore aujourd'hui je ne sais pas en quoi elle consiste, mais grâce à laquelle j'ai gagné tout l'argent que je possède. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Et alors évidemment, mes tableaux ne sont que des illustrations de ma méthode pranacritique. D'après Freud, l'héros, c'est celui qui se révolte contre l'autorité paternelle et finit pour le vaincre. Alors moi, je me suis révolté contre deux pères. Pour le même prix, j'ai eu deux pères. L'un, c'était Pablo Picasso, et l'autre, André Breton. Alors je me suis révolté contre leur autorité, l'un dans le domaine spirituel et Picasso dans le domaine esthétique. Qu'est-ce que ça vous a fait, à vous personnellement, quand vous avez été exclu par Breton du groupe surréaliste? Moi, j'aime beaucoup toutes les exclusions et toutes les choses qui sont négatives, tous les gens qui sont momentanément contre Dali, c'est merveilleux. Et moi, je dis toujours que l'important, c'est qu'on parle continuellement de Dali, même si on en parle bien. Alors là, on en parlait mal, j'étais ravi, naturellement. Quelle serait dans l'œuvre de Breton celle que vous préférez? L'amour fou ou... Ah non, je considère que, au point de vue poète, c'est peut-être un des plus médiocres de tout le monde surréaliste. C'est-à-dire, Éluard, c'est beaucoup plus grand poète, et même Benjamin Pérez, c'est incomparable. D'ailleurs, lui, qui n'était pas poète, il a découvert le mécanisme de la poésie dans tous ses manifestes, parce qu'il se disait comment on doit faire pour être poète.
Et alors c'est ça ce qui a fait qu'il a défini merveilleusement le surréalisme et qu'il a créé une structure qui encore aujourd'hui est tout à fait vivante. Éluard était un de mes amis beaucoup plus intimes qui est Breton. Et j'admirais beaucoup Éluard, mais à côté de Breton, c'était un petit poète. Qu'est-ce qui se serait passé, à votre avis, si, avant sa mort, vous aviez rencontré Breton, par exemple, dans la rue? Qu'est-ce qui se serait passé? Moi, je crois que moi, j'avais un grand désir de le rencontrer, et lui, subconsciemment, je ne crois pas qu'il m'aurait giflé, ni s'était passé cette période, je crois que peut-être on aurait eu des conversations très substantielles et qu'il aurait pu renaître une amitié de sa part. Pas de ma part, parce que moi, je n'ai pas d'amis, mais lui, il était enclin à l'amitié. Dans un monde qui est basé beaucoup sur le compromis, disons, sur les arrangements divers avec la vie, avec la société, la figure de Breton a toujours été, au contraire, une figure de rigueur. Et ça, je pense que vous avez des choses à dire là-dessus. Je pense que simplement, cette rigueur, c'était un refus qui était naturel à Breton de tout ce qui n'était pas un monde assimilable pour lui. L'impression qu'il donnait est très forte, c'est surtout la force de cette personnalité, moi, qui me frappait, était de, quand il se promenait, quand il discutait, marchait simplement, il promenait un monde autonome. Puis tout de même, il incarnait, il représentait, il était le délégué, si vous voulez, d'un esprit. Oui. Il avait créé, d'ailleurs. Oui, il avait, alors là, il avait un sentiment très vif de ça, et peut-être alors son comportement était-il un peu différent. J'en parle parce que, personnellement, je n'ai pas vécu la vie du groupe surréaliste. Je ne suis pas du tout collectif en ce qui me concerne. J'aimais beaucoup mieux voir Breton seul à seul, ou, enfin, avec un ou deux amis qui venaient me promener avec lui. J'ai eu l'impression qu'il y avait fatalement un certain décalage, non pas du tout qu'il changeait d'attitude, mais lorsqu'il était tout de même dans le groupe, il se sentait beaucoup plus le représentant, enfin responsable, bien entendu, d'une certaine forme de pensée, une certaine conception des choses. Et peut-être alors là était-il plus rigoriste, disons, plus coupant, plus tranchant. Finalement, il était conducteur d'un certain nombre de forces que peut-être il ne déchaînait qu'en présence des autres. Oui. Et c'est ce qui a fait de lui, disons, ce grand magnétiseur, comme on l'a dit. Oui. Breton n'était pas tellement un homme, je dirais, d'échange. Enfin, il n'était pas brillant spécialement dans la conversation. Et surtout, pas brillant sur un plan particulièrement intellectuel. C'était beaucoup plus un homme de communication, en fait. C'est-à-dire qu'il faisait sentir, par le seul fait d'être là, de se comporter, de ne rien dire, ou de parler, en fait, il rendait sensible une certaine manière d'être continue, enfin, vis-à-vis du monde, qui se communiquait pratiquement sans parole. Je ne crois pas que l'échange des paroles était toujours l'essentiel avec lui. Vous savez, en fait, il y a, enfin, je ne sais pas, on a fait des expériences sur le monde végétal, je crois. Enfin, cette image est peut-être audacieuse, mais il y a par exemple des végétaux dont on sait qu'ils croissent plus vite, exposés à certains rayons lumineux qu'on ne voit pas à l'infrarouge, en particulier, je crois, toute la zone de l'infrarouge. Et en fait, la présence de Breton agissait un peu de cette façon, c'est-à-dire qu'elle activait, disons, des germes, elle stimulait des germes qui étaient dans chacun de ses interlocuteurs ou ses compagnons. Mais enfin, il n'agissait pas pas tellement par la parole, par le discours, en fait. C'était tout à fait différent. C'est un genre de communication, on l'a dit d'ailleurs, qui rappelle plus celle qui est admise en Orient, il n'y a pas de doute. Enfin, certains sages de l'Orient sont censés communiquer, surtout par le silence. C'est un homme de sentiment, au fond. Je crois que pour lui, c'était sa grande originalité, c'était la primauté. C'était le cœur. Du sentiment. C'est pour ça d'ailleurs qu'il aimait un Apollinaire. Oui, c'est ce qui faisait une impression tellement étrange, mais à l'époque où on voit ça très peu. Breton n'était pas tellement à l'aise non plus dans le monde, je crois. Il n'était pas tellement peut-être dans son époque. C'est vrai, c'était un passant, c'était un déplacé. La jeunesse qui de nouveau part dans une nouvelle révolution, est-ce qu'elle n'est pas plus proche du surréalisme dans sa façon de concevoir cette révolution qui est par certains aspects irrationnel, ce qu'on lui reproche assez depuis quelques mois ou quelques temps, et ça ne rejoint pas certaines sources de la révolution telle que le surréalisme le comprenait? C'est sûr. D'abord, il n'y a jamais eu rupture entre la révolution et le surréalisme. Breton se considérait comme par essence révolutionnaire. Il a constamment rompu avec tout ce qui lui paraissait devenir une forme figée de la révolution, sclérosée.
Et il y avait chez lui un mouvement pour se secouer, évidemment, y compris même de ce qu'il avait fait autrefois, avec lequel il rompait aussitôt. C'était une révolution plutôt permanente, enfin, disons, beaucoup plus qu'une révolution institutionnelle ou institutionnalisée. Et bien sûr, il aurait reconnu, très vraisemblablement, beaucoup de ce qu'il désirait ou de ce qu'il avait souhaité ou pensé dans le mouvement de mai. C'est très probable, c'est très probable. Il est très difficile de s'avancer là-dessus, de parler à sa place, mais c'est très probable. Il y avait pour beaucoup de gens qui observaient ça de l'extérieur, il y avait même des ressemblances extrêmement frappantes, enfin, y compris dans la forme des inscriptions, l'inspiration qui était à la base, et puis le côté libertaire du mouvement qui était essentiel chez Breton. Breton, évidemment, à un moment accepté, disons, le marxisme. Il était beaucoup plus proche de Fourier, en fait, mais je crois qu'au fond, il était beaucoup plus proche de l'anarchisme. Mais est-ce que son besoin d'irrationnel, son refus du rationalisme, devait automatiquement le détacher de tout parti, de tout mouvement révolutionnaire qui doit forcément un jour ou l'autre déboucher sur une action rationnelle? Oui, ça, il est bien évident que ce qu'on peut appeler le souci d'efficacité était assez étranger à Breton. Disons, on peut dire que c'est le point faible de la politique surréaliste, évidemment, mais c'est ce qu'elle a aussi de stimulant et d'incorruptible, disons. Quand on lit position politique du surréalisme, ça apparaît tout à fait. D'où, évidemment, les malheurs continuels de Breton avec les partis politiques. Je crois que, vraiment, sans parler très extérieurement, que dire que Breton est devenu prisonnier de sa légende, de son personnage, pas du tout. C'était une personnalité d'un bloc, évidemment, tellement forte que, évidemment, cette continuité surprend à l'époque où il est souvent caméléon, disons. Et alors, évidemment, Breton restait, d'une certaine manière, inébranlable sur ses positions, il n'y a pas de doute, ce qui pouvait donner cette impression de statut. Il avait d'ailleurs un côté homme de pierre, comme ça, même dans l'aspect physique. Robert Lebel, est-ce qu'à votre avis, André Breton avait quelque chose de l'amateur d'art? La relation que Breton entretenait avec l'art était une relation de magie. On peut dire que la peinture surréaliste a été créée par Breton, dans l'esprit de Breton, avant même qu'elle n'existe. Il a été son inspirateur. Il a été son inspirateur, il a été son inventeur. Il a nommé, en 1921, les artistes qui étaient à son avis les plus importants de l'époque, et il a nommé Picasso, Chirico, Marcel Duchamp, Man Ray, qui venait d'arriver d'Amérique et que Breton ne connaissait que depuis quelques semaines, et Picabia. En 1921, faire un choix pareil, c'est fabuleux, l'intuition que Breton avait. Et vers 1926 et 27, il s'était constitué autour de Breton un groupe de peintres qui étaient considérés par lui comme des peintres géniaux et qu'il l'était, mais qu'il était le seul à l'avoir vu. Et on peut dire qu'il a pris sur ces peintres une espèce de tel empire, n'est-ce pas, qui les a incités à peindre comme il voyait, lui. Ce qui est le plus frappant, n'est-ce pas, c'est la transformation qui s'est opérée chez Miro dès qu'il a connu Breton. Jusqu'en 1924, Miro a peint à Paris, des paysages, des choses qui sont très intéressantes. Mais le jour où il rencontre Breton, sa vision se transforme complètement, ce qui prouve bien que c'est Breton qui a eu l'influence sur lui. D'ailleurs, Miro ne l'a jamais nié. Et il est devenu, en somme, le peintre de Breton. Il peint comme Breton le lui a, je ne dirais pas enseigné, le mot est vraiment trop culturel, mais comme Breton le lui a inspiré. Le premier manifeste du surréalisme en 1924, si vous le relisez, vous y verrez des descriptions de tableaux surréalistes avant qui n'étaient été peints par les artistes. C'est d'autant plus important à dire qu'à l'époque, ça a été très incompris et on a dit très longtemps que le surréalisme ne donnait rien dans le domaine de la peinture. Vous savez, on a dit que le surréalisme ne donnait rien dans aucun domaine.
On a dit que le surréalisme était un ratage complet, et actuellement, il se trouve que les peintres surréalistes sont ceux que l'on cherche le plus, et on me dit même que ce sont ceux dont les œuvres valent de plus en plus cher. Alors donc, on a beaucoup évolué. Il y avait chez Breton un enthousiasme extraordinaire. Il était capable d'entrer en transe à la vue d'un tableau anonyme trouvé au marché aux puces, comme devant un objet sauvage. Son attitude devant les objets sauvages est extraordinaire. C'est-à-dire que là, justement, il faudrait peut-être dire qu'il a revalorisé totalement la vision de l'œuvre d'art en découvrant, par exemple, l'importance de l'objet dans l'art. Et ça, c'est vraiment son invention. Certainement. Et là, l'influence de Marcel Duchamp, qu'il a été le premier à découvrir, il ne faut pas oublier que Marcel Duchamp, en France, serait totalement inconnu, encore maintenant, si Breton n'avait pas écrit sur lui cette géniale étude dans Minotaure, sous le titre de Phare de la mariée, qui est restée, jusqu'à notre époque, la plus belle analyse qu'on ait faite de Duchamp, à un moment donné où Breton n'avait d'ailleurs rien vu de lui, pas qu'en reproduction. C'est de cette conception de Marcel Duchamp que Breton est arrivé à la conception de l'objet surréaliste, à fonctionnement symbolique, dont il a été lui-même un des créateurs, vraiment, puisqu'il en a fait. Et ce goût de l'objet l'a amené tout naturellement à promouvoir énormément les arts sauvages. Nous sommes intéressés, sur d'ailleurs son initiative, aux masques esquimaux, aux États-Unis. Il y avait la passion d'ailleurs de s'entourer de ces objets et de pratiquer parmi eux une espèce de circulation. C'était jamais tout à fait les mêmes qu'il gardait autour de lui. Oui, il lui arrivait quand il trouvait par exemple un objet qui lui était indispensable, puisqu'il avait ce côté, il tombait en arrêt devant un objet, il le lui fallait à tout prix, n'est-ce pas? Il ne pouvait pas s'en passer, c'était vital pour lui de le posséder. Si il n'avait pas l'argent nécessaire, il fallait bien qu'il sacrifie quelque chose pour acheter l'autre, n'est-ce pas? Alors, son existence a été un perpétuel déchirement, et il fallait se séparer de choses qu'il aimait, parce qu'il aimait tout ce qu'il avait, n'est-ce pas? Quand il se promenait à Paris, au marché aux puces, il y allait chaque fois avec l'impression de découvrir l'âge d'or. Et il le découvrait. C'était parfois une véritable histoire d'amour entre lui et un tableau, comme par exemple Le cerveau de l'enfant de Chirico, qui a été vraiment une influence énorme. Le cerveau de l'enfant de Chirico, qu'il a vu en passant chez Paul Guillaume, en passant de l'Impérial Tramway, et il l'a gardé pendant 50 ans. Et ça a d'ailleurs illuminé sa vie. Enfin, quand il a fallu qu'il s'en sépare, ça a été un drame. D'ailleurs, je vois que Mata arrive là. Mata arrive, et bonjour. Bonjour, non, bah, vous pouvez rentrer dans le champ. Oui, bonjour. Tu te rappelles que ce masque esquimau, là, que nous avons trouvé à New York, c'est toi qui l'avais acheté d'abord, n'est-ce pas? Et puis après, tu as eu des ennuis avec ta femme. Et Mata, après, me l'a rapporté en disant je ne peux pas l'acheter, j'ai des ennuis de famille. Fais attention, si tu le casses, tu vas devoir le réparer. Je me souviens, nous sommes partis avec ce masque dans la main. D'ailleurs, on ne savait pas comment le prendre, comme toujours. C'était impossible à toucher, n'est-ce pas? Bon, alors Mata, si nous parlions un peu d'une chose dont on parle assez rarement, c'est l'humour de Breton. Cette espèce de choses très communicatives comme ça qu'il avait dans les rapports humains. Moi je crois que Breton, d'abord, c'était un rire de l'autre côté de l'entonnoir, si tu veux, n'est-ce pas? C'était un rire non sonore, n'est-ce pas? Et c'est un rire très curieux, parce que c'est un rire... il provoquait le rire de toi, de soi. Le rire de soi. C'est ça. Et il y a un vers des revolvers des cheveux blancs qui, à mon avis, est très beau. Il dit quelque chose comme « Flamme d'eau, emporte-moi à la mer de feu ». Alors, il y avait constamment cette espèce d'ardeur, non? Et alors, les rires étaient curieux, parce que les rires, en général, c'est un parenthèse, ou une fuite. Et dans le cas des rapports avec André, les rires étaient, au contraire, était le moment de la guillotine, n'est-ce pas? C'est le moment de savoir quel moyen tu avais
tu avais à ta disposition. Puis c'était le correctif aussi de cette solennité de Breton. S'il n'y avait pas eu son rire, Breton aurait été peut-être le personnage dont on parle le plus souvent. Mais il y avait aussi ce Breton-là, qui était le plus important peut-être, celui dont le rire était provocateur. Oui, c'était une espèce de doisson moqueur, comme ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'était peut-être, tu sais, parce qu'on sait si peu sur les rires des primitives, n'est-ce pas? Moi, je crois que c'est par la qualité du doute et par la, comment dirais-je, et par l'extravagance de la mémoire qu'on arrive à la poésie de Breton. Je crois que par exemple, les rires de ces masques, enfin des hommes qui ont fait ces masques, n'est-ce pas, on l'ignore totalement, n'est-ce pas? Celui-là, sors-le, n'est-ce pas? C'est extraordinaire comme rire primitif, n'est-ce pas? Cette espèce de... C'est un rire d'un seul côté, n'est-ce pas? Admirable. Et ça, c'est un rire un petit peu... Oui, ça c'est rire, tu vois. N'est-ce pas? Cette espèce d'ouverture. Des demi-lunes. Des lunes horizontales, disons, parce que la lune ne permet pas de rire. Si la lune, si la lumière, n'est-ce pas, le rapport de la lune au ciel, la lune est comme ça au ciel, n'est-ce pas? Oui. Si par une chance merveilleuse pour les hommes, elle avait été comme ça, elle ferait quand elle élève un sourire magnifique dans l'espace à la terre. Mais en espagnol on dit carcajada, tu sais? C'est-à-dire c'est le comble du déconvenu comme ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans le cas d'André, c'était le contraire. Il y avait un côté plutôt secret comme ça. Il y avait un côté de tenir tes ficelles, n'est-ce pas? Il riait un peu comme des meneurs de marionnettes, non? Il y a encore une autre chose assez belle sur cette liberté qui consiste à enlever constamment les pelures d'oignon. Il y a un autre de Breton qui dit quelque chose comme liberté, n'est-ce pas? Liberté, mais alors liberté, n'est-ce pas? Quelque chose comme même les feux, c'est fait homme pour toi. C'est très rationnel. Et qu'est-ce que, toi, dans tes relations avec Breton, qu'est-ce qui était le plus important pour toi, sur le plan humain, comme ça, quand tu voyais Breton? Moi, je crois qu'il y avait une complicité, n'est-ce pas, d'étrangers, n'est-ce pas? Cette complicité qui existe parmi les étrangers, quelque part, n'est-ce pas? Et les étrangers pauvres, n'est-ce pas, dans le deux sens, n'est-ce pas? Que je crois que c'est à peu près qui fait de tous ceux qui connaissent l'idée du surréalisme. Ben, on entre dans cette espèce de complicité fraternelle. Oui, sûrement. D'avoir percé un secret, n'est-ce pas, qui est caché par les apparences, par les habitudes, par les conventions, par les morales, etc. Non? Avant de venir au bistrot, il allait dans une petite boutique pour enfants et il achetait tous les soirs des petits cornets à surprise. Tu sais? On était à la campagne, il n'y avait pas de marché aux puces, il n'y avait pas une possibilité d'interruption, parce que la surprise c'est un peu une interruption, n'est-ce pas, du quotidien. Et quand même, cette histoire d'ouvrir ces petits cornets, quelques bonbons, et tout d'un coup il y avait, je ne sais pas, une misérable petite sifflet ou n'importe quoi, mais c'était l'interruption. L'amour fou continue comme ça à susciter des choses quand on le prend, qu'on ouvre un peu au hasard. Qu'est-ce que ça donne? Oui, par exemple, je retrouve ce passage avec Giacometti. J'en avais devisé la veille, l'avant-veille avec Alberto Giacometti, quand un beau jour du printemps 1934 nous invita à porter nos pas vers le marché aux puces. Voilà. Vous parlez tout à l'heure de ces promenades au marché aux puces, qui était pour Breton une espèce de haut lieu. De haut lieu, n'est-ce pas? Et c'était aussi d'ailleurs le même sens qu'avait la trouvaille pour Breton, justement. C'était celle de rompre la réalité, de faire une irruption, de provoquer une irruption, justement, de quelque chose d'étrange. Et alors nous arrivons ici au hasard objectif, parce qu'il est question dans ce texte de l'objet invisible que Giacometti faisait à cette époque, et c'est Matta qui l'a retrouvé. Je l'ai trouvé dans un garde-meuble. Oui. Dans une caisse d'une garde-meuble. C'était un des objets, une des sculptures les plus importantes de Giacometti qui avait disparu, et Matta, tout à fait par hasard, à New York, l'a retrouvé. J'ai vécu 10 ans avec cette sculpture dans ma chambre. Est-ce que l'amour fou est pour vous un des textes les plus importants de Breton? C'est-à-dire, c'est important, je crois, l'amour fou, parce que ces poèmes-là, La Lune de Tournesol, n'est-ce pas, prouvent un petit peu, qui avait été écrit plusieurs années avant
la promenade qu'il a fait cette nuit à Paris, n'est-ce pas, est un résumé de la promenade. C'est une espèce de prémonition. Le surréalisme, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'idée que nous pouvons, qu'est-ce qu'on appelle notre vie, n'est-ce pas, c'est pas notre vie, n'est-ce pas, qui a notre vie, mais qu'il faut vraiment la trouver, comme il disait, l'or du temps. C'est qu'il faut trouver dans ces temps qui nous est donné de vivre, ce qui est vraiment or là-dedans, c'est-à-dire ce qui est vraiment, qui vraiment sans prix. Lui, il était très violemment contre la prose, c'est-à-dire contre ce qu'on appelle un roman, non, mais violemment. Enfin, c'est 3 livres, disons, qui ont un événement, la suite des événements, que c'est L'amour fou, Le vase communicant, ou les 4, disons, parce qu'Alcan 17 et Nadja sont tirés du vif, de la vie. Hein. Et en plus, avec les photos de tous les instants du récit, quoi, n'est-ce pas? Des objets qui pouvaient intercepter la promenade, sont tous photographiés, c'est-à-dire ça a beaucoup plus à faire, disons, avec une information. Un reportage. Un reportage. Oui. Un reportage, c'est tout ce qui est caché, quoi. Il m'arrive de faire les 100 pas pendant des heures entre 2 numéros de maison ou 4 arbres d'un square. Les promeneurs sourient de mon impatience, mais je n'attends personne. Positivement, il est bien vrai qu'il n'attend personne, puisqu'il n'a pris aucun rendez-vous. Mais du fait même qu'il adopte cette posture ultra-réceptive, c'est qu'il compte bien par là aider le hasard, comment dire, se mettre en état de grâce avec le hasard, de manière à ce que se passe quelque chose, à ce que survienne quelqu'un. Qui êtes-vous? Je suis l'âme errante. Et comment vous appelez-vous? Nadja. Parce qu'en russe, c'est le commencement du mot espérance. Et parce que ça n'en est que le commencement. Je vois chez vous votre femme, brune, naturellement, petite, jolie. Tiens, il y a près d'elle un chien, peut-être aussi, mais ailleurs, un chat. C'est exact. Vois-tu là-bas, cette fenêtre? Elle est noire comme toutes les autres. Regarde bien. Dans 1 minute, elle va s'éclairer. Elle sera rouge. Tu vois ce jet d'eau? Ce sont tes pensées, les miennes. Vois d'où elles partent, jusqu'où elles s'élèvent. Et comme c'est encore plus joli quand elles retombent. Et puis aussitôt elles se fondent, elles sont reprises avec la même force. De nouveau, c'est cet élancement brisé, cette chute. Et comme cela, indéfiniment. Mais Nadja, comme c'est étrange, où prends-tu justement cette image qui se trouve exprimée presque sous la même forme dans un ouvrage que tu ne peux connaître et que je viens de lire? Par exemple, Nadja, d'une certaine façon, c'est la rencontre entre Breton et sa pensée. Ce qui est notre pensée. C'est très curieux. On rêve tous de rencontrer Nadja. Qui n'a pas rencontré d'ailleurs ce Nadja à l'époque, dans les années 45-46, on voyait des Nadjas partout à tous les coins de rue, c'était merveilleux. Sans ça, c'est sans espoir. Sans espoir, mais je pense qu'il a fait rêver la vie. Je crois maintenant qu'il faudrait parler de Breton l'écrivain. Je crois que c'est Gracq qui, dans son livre, avait parlé de la manière de poser un peu la voix. Et je voudrais qu'on essaye de définir ensemble ce qu'était avant tout cette voix d'André. Après qu'on l'a connu, les livres de Breton se souviennent de son ton de voix, il n'y a pas de doute. Il est difficile de lire ses livres sans entendre Breton parler. Pour moi, ça m'est difficile maintenant. Et lire, surtout, de manière extraordinaire qu'il avait de lire ces textes. Il y a certains livres de Breton que je préfère, bien entendu. Il y a ce magnifique discours sur le peu de réalité, celui de la lettre aux voyantes dont nous parlions tout à l'heure, qui est un texte presque miraculeux, je m'excuse pour le mot,
L'un des textes les plus purement surréalistes, les plus magnifiquement inspirés et les plus splendidement écrits. Parmi les livres, évidemment, qui me charment le plus dans l'œuvre de Breton, c'est d'abord la triade Nadja, Les vases communicants, L'amour fou. L'écriture de ces trois livres, d'ailleurs, n'est pas la même du tout. Nadja, qui est le livre qui, je crois, fascinera toujours par excellence les amis d'André Breton, Nadja est un livre écrit volontairement d'une façon assez simple, tandis que s'il est un livre dans lequel Breton a donné, si on peut dire, toutes les grandes orgues, c'est plutôt L'amour fou. Les pages sur le château étoilé ou telles autres pages de L'amour fou, qui finiront hélas dans les anthologies professorales, sont parmi les plus beaux morceaux qui étaient écrits dans la langue française. Je crois qu'il faudrait d'ailleurs peut-être développer ensemble l'importance des titres chez Breton, d'ailleurs aussi bien dans les tableaux auxquels il donnait des titres, auxquels les peintres lui demandaient de donner des titres, que les titres de ses œuvres ou de ses poèmes. Je crois qu'il avait un sens du titre et que pour lui le titre est une chose très très importante. Clair de terre, titre absolument génial, absolument merveilleux, titre que tout écrivain digne de ce nom lui enviera toujours. Il y a un certain goût de la préciosité chez Breton qui est sensible dans certains de ses titres. Je pense par exemple à, je crois que c'est Arcane 17 qui est paru avec le sous-titre Hanté d'Ajour, qui est très caractéristique de Breton. Il y a là un élément précieux, un goût du mot rare, éclatant ou surprenant, que je rattache pour moi assez à cette période tout de même dans laquelle il s'est éveillé. Pas la littérature, disons, mais à la poésie, qui est celle du début du siècle. Breton s'est tellement et si souvent opposé à la musique que nous nous demandons si nous ne nous trompons pas quelquefois quand nous aimons la musicalité des phrases de L'amour fou. Il y a peut-être chez Breton prédominance du côté visuel dans l'écriture. Oui, il est certain que Breton, par ses goûts, était essentiellement un visuel. C'est la peinture qui l'a toujours passionné. Mais je crois que la musicalité de la phrase n'a rien à voir avec la musique. Non, ça c'est très... Elle dépendait du rythme beaucoup, et quand on parle de L'amour fou, il faut parler par exemple de certaines de ses injonctions, la beauté sera convulsive ou ne sera pas, elle sera explosante fixe, etc., qui est musicale. Il y a dans sa prose une des choses qui est frappante, c'est le changement instantané de registre, qui se fait naturellement et sans heurts. Il y a le passage de la poésie à une espèce d'insolence majestueuse un peu. Il y a une extrême variété de tons, une modulation continue. Il y a l'usage d'ailleurs des phrases longues et des phrases courtes, d'une façon non pas systématique, mais tout à fait naturelle. Bien sûr, c'est un écrivain très surveillé en même temps. Ça, c'est encore une des contradictions qu'on retrouve fréquemment, qui sont vivantes chez lui. Il y avait en effet le goût du discours libre, l'écriture automatique, dont il était le pionnier, mais il y avait tout de même une surveillance continuelle. Cette écriture automatique ne se trouve chez les surréalistes à l'état pur et constant que chez Perret. Chez Breton, aussi bien que chez Éluard, nous avons toujours l'impression que cette écriture automatique est surveillée et qu'elle est même souvent revue après coup. Oui, mais il lui tient la bride, certainement. Bien sûr, il ne le cachait pas, c'est bien certain. D'ailleurs, j'oublie quel était le poème qu'au début de sa carrière, il annonçait avoir travaillé pendant 1 an. Oui, c'était Mont-de-Piété. C'était Mont-de-Piété. Oui. Je crois maintenant qu'il faudrait parler des grands textes manifestes d'André Breton. Où c'était un autre discours qui prévalait. Un discours emphatique, catégorique, basé sur des injonctions tout à fait formelles et parfois des avertissements. Il faut distinguer entre le langage et la pensée. Oui, il y a bien sûr cette espèce de force d'injonction qui était essentielle chez Breton, car Breton voulait tout de même, il n'y a aucun doute, il voulait convaincre. Et d'enseigner même, parce que n'oublions pas que le café surréaliste est une sorte d'université révolutionnaire en marge de la vie, dans lesquelles Breton donnait des leçons de vie, justement, à ceux des jeunes gens qui venaient vers lui
et qui jugeait digne d'être accepté dans sa petite société qui était un petit peu constituée comme un groupe initiatique, puisqu'on subissait certaines épreuves tout de même avant d'y être admis. Ce qui est toujours étonnant, c'est la manière dont ce précepte, car il y a un précepte, il y a des condamnations, il y a des exhortations. Il y a des oracles. Il y a des oracles, exactement, car le ton est oraculaire, se mêle en même temps par un passage immédiat à des éléments poétiques. Il y a des passages merveilleux sur le rêve dans le manifeste du surréalisme. Et puis, il y avait surtout l'exemple après le précepte. Moi, j'aurais toujours regretté qu'on réédite le manifeste du surréalisme sans y joindre le Poisson soluble, qui est un texte capital. Beau texte de Breton. Il y avait un aveu dans le Poisson soluble, l'aveu d'une tendance, d'une pente de Breton. Et sa pente était plutôt vers les objets gracieux, charmants, vivants. Enfin, c'est les thèmes d'images qui reviennent chez lui, c'est l'oiseau, c'est la crosse de fougère, c'est le colibri, c'est le coquillage. La calcédoine. Absolument. Il y a un goût pour le bijou naturel qui m'a toujours beaucoup frappé. J'étais presque allé jusqu'à penser, pas du tout d'une manière d'ailleurs défavorable, que c'était un peu le monde des contes de fées, des accessoires des contes de fées, qui était ce qui séduisait naturellement Breton. Breton cherchant des agates, c'était le sens de la trouvaille, toujours. De la trouvaille, mais d'un certain genre d'objet. C'est un peu dans ce sens-là, d'ailleurs, que Breton s'opposait un peu au fantastique, au nom du merveilleux et du féerique. L'écriture même devait toujours être tournée vers le haut, regarder vers le haut. Il y a des écrivains qui ont le goût de la boue. Breton détestait la boue. Et Breton regardait perpétuellement, non pas vers le ciel, n'est-ce pas, au sens mythique, métaphysique, religieux qu'on donne un peu trop facilement à ce vaste bleu, mais il regardait vers ce qui était au-dessus de lui, il regardait vers la lumière, quoiqu'il fût aussi assez séduit par la nuit, et qu'il eut toujours une partie de lui-même dans la nuit, mais la plus grande partie de lui-même regardait hors de la nuit. Breton était plutôt un homme qui vous donnait des leçons d'aventure. Breton était un homme qui exigeait de ses amis et des jeunes gens qui venaient à lui qu'ils fussent totalement disponibles. Oui. Or, à quoi être disponible sinon à l'aventure? Oui. Si tu faisais un peu parler cette sculpture, oui, tu as son petit poème. Il risque de te cogner peut-être. Attends, voilà, tu vois. Et le bruit qui est... C'est beaucoup là. Et je fais tout le temps. J'aime bien. Éminemment agressif. Joyce, tu as souvent accompagné André comme ça en promenade, soit au marché aux puces, soit... Comme aujourd'hui. Oui, c'est ça. On peut dire qu'on est au marché aux puces. Soit à la salle Drouot, où je crois que vous aviez trouvé ça. Ça, on a trouvé salle Drouot. Enfin, ou simplement dans la rue, ou finalement chez les antiquaires, ou chaque dans promenade. Les passages. C'est ça, dans les passages qu'il aimait tant. Chaque objet trouvé devenait une merveille de plus. Oui, même des pierres. Toi, tu as cherché même des pierres à des agates. Alors, j'aimerais bien que dans cette pièce où finalement tu as vécu et que tu as formé toi-même, avec l'aide d'André, et qu'André aimait tellement, tu parle un peu des objets que vous avez trouvés ensemble, là. Oui, parce que lui, il a presque tous les mêmes objets, il faut dire. Enfin, la même catégorie d'objets. Oui, enfin, il a le frère de celui-là, il a le frère de celui-ci. Ah oui. Qu'on a trouvé ensemble. C'était un des derniers objets que j'ai trouvé avec lui. C'est un objet de quelle origine? Ça, c'est de Nouvelle-Guinée. Nouvelle-Guinée, oui. C'est objet... En effet, il a presque le même, oui. Oui, c'est un mandogomore, tu vois, comme une tête de egghead, comme on dit en anglais. Et alors, bon, ça, ce tableau, c'est un tableau de Toyen. Toyen, oui. Beaucoup aussi. Qui est dans le... je crois dans le surréalisme et la peinture. La peinture, oui. Et ça, c'est autre chose. Alors, ça, c'est Ikili. Le tableau d'Ikili, on va l'ouvrir parce que... Comme un triptyque. Et ça, il aimait particulièrement des objets de cette provenance, la Nouvelle-Irlande. Et ça, j'ai trouvé après.
qu'il est mort, justement, sans savoir, le grand central, et il était dans l'art magique. J'ai trouvé après, je ne savais pas que c'était sur le moment, et en regardant après, j'ai vu, donc c'est comme si je l'avais trouvé avec lui. Celui-là, tu l'as trouvé avec lui? Le central. Et il a figuré la première exposition surréaliste avec Raton, tu sais, en 36, je crois. C'est ça, oui, c'est ça. Je crois que tous les gens qui ont connu Breton et qui l'ont aimé, finalement, se font des intérieurs grottes, comme ça, où les objets s'intègrent les uns aux autres. Il y a une espèce de magie qui circule. Oui, c'est vrai. Et ce sont des lieux bretoniens, oui, c'est si vrai. on peut dire. Hein, c'est vrai. Finalement. Là aussi, je crois que tu as des choses que Breton avait choisies. Oui. Non, ça, c'est le grand, non. Le grand, ça ressemble, tu trouves pas que ça ressemble à l'objet invisible de Giacometti? Il y a quelque l'objet chose. invisible dont on a parlé l'autre jour avec Mata, d'ailleurs. Et qui a la même position exactement. C'est très curieux, parce qu'il est féminin, mais pendant un long moment, je ne sais pas pourquoi, pour moi c'était un homme. Et puis finalement, on voit que c'est parce qu'il tient une espèce de sexe Il est féminin et masculin à la fois. Oui. D'ailleurs, il y a dans cette pièce pas mal d'objets androgynes. Et ces objets-là, s'ils ne sont pas cassés, tu vois, il a les jambes cassées et recollées, ils n'ont pas servi. Il faut qu'ils soient cassés. Oui, c'est ça. C'est drôle. On va passer dans l'autre pièce. Alors là, il y a le grand matin. Un grand matin qui est légèrement de travers. Oui, ça c'est tout à fait matin. Oui, Mata n'est jamais droit. Non, il fait un signe comme ça. Il fait ce qu'il veut, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut avec Mata. Oui, il se met il danse un peu. Qu'est-ce que tu as encore de Breton? Ah oui, il y a ce petit caillou qui est comme les pierres de... C'est des pierres de météorites. Il m'a donné ça comme... il l'avait trouvé au désert de Nevada quand il était, tu sais, quand il était voir les Indiens au pays et tout. Et il m'a donné ça, il m'a dit que c'était le diamant noir. C'était sa couleur. Osiris est un dieu noir. Exactement. Et puis c'est la même pierre qu'on a été chercher à grands frais sur la Lune. Oui. C'était pas la peine. Et ça a été trouvé sans frais parce que c'est ça la trouvaille surréaliste. C'est ça, exactement, le but. Et ça peut nous amener d'ailleurs finalement à l'humour noir, puisque tu sais que l'humour noir va ressortir. Et tu figurais parmi les 5-6 auteurs qu'André voulait rajouter dans une édition future de l'humour noir et qui n'a pas pu faire. J'aimerais bien que tu nous dises ce que c'était pour toi l'humour noir d'André Breton. Quand il a mis ce titre, les gens pensaient que l'humour noir, c'était l'humour des Africains. Alors comme moi je suis d'origine africaine, peut-être c'est une allusion. Oui, mais enfin, je pense pas que c'était en qualité d'aborigène que tu devais figurer dans ce livre. Je crois qu'il y avait dans tes textes une qualité qui était justement très spécialement recherchée par Breton. Mais il avait un énorme humour, on riait beaucoup, beaucoup ensemble. Est-ce que c'était pas une qualité d'agressivité, précisément, qu'il cherchait dans l'humour? Ah oui, c'est possible. Une qualité que tu possèdes, toi. Tu crois? C'est bien dans les objets que tu fabriques. Oui, les objets méchants. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. L'humour noir, c'était un peu... C'est pas grinçant du tout. C'est pas grinçant, mais c'est comme tourné vers l'extérieur, c'est vrai. Agressif, un peu comme les sick jokes, un peu. C'est ça. L'humour noir était quelque chose de plus acide. C'était agressif et toujours on sentait ce qu'il avait derrière. La poésie de Breton. Peut-être que tu pourrais nous lire un passage, disons un auteur favori, là. Ou alors tu ouvres au hasard. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai ouvert n'importe où. C'est les aphorismes de... Ah, ça tombe très bien. Oui, oui, de Lichtenberg. Sa bibliothèque était devenue pour lui comme un vêtement qui ne lui allait plus. En général, les bibliothèques peuvent devenir ou trop étroites ou trop larges pour l'esprit. Ouais, c'est tout à fait à propos. Oui. Ah oui, ça j'aime beaucoup. Si vous faites peindre une cible sur la porte de votre jardin, vous pouvez être certain que l'on tirera dessus. Ouais, ça c'est fameux. Voilà l'agressivité. C'est fantastique. Oui, oui, André parle beaucoup de révolte en ce qui concerne l'humour. Il dit que c'était, surtout en parlant de l'autre amant, il dit que c'était le révolte de l'esprit supérieur. Oui, et c'est un acte de subversion en même temps. Oui, une attaque vraiment directe. Les promenades, c'était comme un voyage un peu. C'était comme pas tellement pour chercher l'objet, mais ça pouvait être pour chercher un ami, ça pouvait être pour chercher
C'était la recherche pour la recherche. L'objet est tout à fait par hasard. Et d'ailleurs, parfois on ne cherchait pas, mais la trouvaille se présentait. Oui, oui. C'est comme des traces qu'on a, des espèces de traces, comme des traces comme les traces de pas de oui. Robinson Crusoe oui. Sur le avant sol, sur vendredi. l'île, oui, c'est ça. Par exemple, là, un jour à Vernaison, on a trouvé ça par terre, comme ça, avec le cadre et tout. Et on était tout de suite frappés par le mystère de ce tableau. C'était pas tellement sa facture ou non, non. Ou sa composition, c'était le mystère, c'était le fait qu'il y avait une énigme à résoudre. Il y avait une question comme ça. André trouvait qu'elle me ressemblait, mais moi, je ne le vois pas du tout. Mais on a tout de suite pensé, mais c'est extraordinaire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle est... Puis on a vu tout de suite que non, parce que la main tient une bague. Oui, et de toute manière, les joues sont assez rouges. Oui. Alors, on a joué donc à élucider ce tableau à quelque chose comme 15 personnes à peu près. Oui, on a fait une enquête comme ça pour... Et chacune de ces personnes a donné ses conclusions sur le tableau. Il s'agissait de savoir si c'était une scène sadique, comme peut le laisser supposer cette cravache, cette alliance qui est entre les mains de la femme, cette vieille lettre, également l'atmosphère de grenier qui est donnée par cette souris qui est dans un coin. Cette atmosphère de mise en scène en plus. Oui. Toute l'atmosphère. Il y a une chose de préparé là avec le coussin, tu vois, le coussin. Oui, nettement, on sent qu'elle s'est installée dans cette espèce d'attitude. Et puis ça, le petit bout là-haut, tu vois, ça tout à fait, tout le monde trouve ça tout à fait mystérieux. Personne n'a élucidé en effet ce qui se passait dans ce coin-là. André pensait que c'était du sperme, tu sais. Oui. Il se demandait. En tout cas, c'est une forme qui n'a pas été résolue, et donc le tableau garde son mystère. Oui. Et donc on peut dire que cette trouvaille n'est pas encore une trouvaille, c'est encore une recherche. Toujours, ça continue à demander. Jean-Christophe Averty, nous voilà devant l'hôtel des grands hommes qu'a habité Breton. Et je voudrais bien savoir quelle influence il a eu sur vous. Vous avez professé très souvent votre admiration pour Breton. Et je voudrais savoir finalement à quel titre, si c'est au titre lyrique, à titre poétique, au titre d'image. Je crois que je fais partie d'une génération qui avait presque 20 ans à Libération et qui découvrait en même temps que la liberté, enfin la quasi-liberté qu'on nous offrait à l'époque, la liberté intellectuelle du surréalisme. Déjà, quelques croque-morts annonçaient que le surréalisme était des morts. Mais pour la plupart de mes amis, et par exemple toute une classe du lycée Louis-le-Grand, le surréalisme était une chose bien vivante que nous découvrions avec ravissement. Alors lorsque Breton est arrivé en France, je crois que c'est en 46 ou en 45, enfin bref, moi je me suis précipité Place Blanche, dans un hôtel, dans un café au premier étage, où tous les mardis, je crois, le groupe surréaliste à l'époque se réunissait. Oh, même tous les jours. Oui. Je ne l'ai jamais vu rire, vraiment. Je sais je l'ai vu empiler pas mal de soucoupes de vin blanc, parce qu'il aimait bien le vin blanc, mais c'est son droit le plus strict. Petit blanc sec. Petit blanc sec. Je ne l'ai jamais vraiment vu rire. Je l'ai vu seulement une fois engueuler Toyen, je crois, ou Belle-Mère, parce que les dessins étaient vraiment trop pornographiques. Je crois que c'est ça, c'est tout. Mais je ne l'ai jamais vraiment... C'était un pince sans rire. Oui, mais vous avez quand même vu cette espèce de rire silencieux qu'il avait, qui était presque invisible. Il avait des regards, je crois, surtout. Et vous qui venez de faire Le Beau Ténébreux de Julien Gracq, est-ce que vous n'avez jamais été tenté, par exemple, par Nadja ou par Bien, Nadja, quelque chose d'analogue? Ça aurait été un projet que j'aurais voulu faire du vivant de Breton. Maintenant, malheureusement, la mort l'a emporté avant que je puisse mener à bien cette attitude. Mais une Nadja sans Breton ne serait qu'une adaptation d'un roman mort. C'est vrai. Je pense que Nadja, c'est une... faut pas y toucher. Nadja et l'amour fou transcende la réalité quotidienne. Sur un plan sensible plus immédiat. Oui, et puis ensuite, je pense c'est tout de même des magnifiques bibles. Je m'excuse de prononcer ce mot breton, parce que pourquoi pas, c'est furieux, mais enfin, je pense que c'était des manuels de comportement humain parfaitement viables, et qui sont encore très, très valables, et qui sont peut-être les seuls valables, les seuls à lire pour une génération qui actuellement vit, et à 18 ans, 19 ans. Je pense que si on n'est pas surréaliste, on est idiot. Je crois que c'est vrai aussi. Ouais, moi je reste surréaliste tranquillement dans mon coin, mais ça en emmerde beaucoup, mais tant mieux. Julien Gracq, dans votre livre sur André Breton, livre qui est apparu, je crois, en 46, vous avez avancé, me semble-t-il, une idée qui à l'époque a dû surprendre beaucoup. C'était qu'au fond, il y avait une sorte
prémonition religieuse dans la présence de Breton et dans sa façon d'être? C'est très aventureux, évidemment, de parler d'atmosphère religieuse à propos du surréalisme. Et certainement, Breton a été très, très effarouché de ce qu'on envisage son mouvement de cette façon. Les esprits se rencontraient. Et en fait, il y avait plutôt une espèce de communion, plutôt que véritablement argumentation intellectuelle, enfin, la façon de défendre le surréalisme. Il y avait évidemment, ce qui a pu y faire penser aussi, c'est l'élément profondément irrationnel, bien entendu, tout de même qui est commun, c'est un ressort commun aux religions, disons, et à cette doctrine, ou plutôt à ce mouvement, car c'est un mouvement plutôt qu'une doctrine. J'avais proposé à Breton, à un moment donné, de faire une religion, et dans laquelle cela indignait beaucoup, parce que moi je voulais réduire toutes les races, je voulais en faire des aveugles, premièrement pour leur rendre service et qu'ils soient heureux, parce que aussitôt que quelqu'un est aveugle, il commence à avoir un sourire béat, etc. Et alors les faire servir d'esclaves à une minorité. Alors ça n'allait pas avec ces idées plus ou moins humanitaristes, parce que malheureusement Breton était un peu du côté des gens qui ont des peines aux yeux, vous savez, les gens de l'art moyen comme Yves Montand, qui aiment l'humanité, toutes ces choses. Alors ça, évidemment, moi cruel, avant tout dans la ligne de Charles Quint, de Philippe II et de tous les gens qui ont les yeux secs et cruels, c'est ça ce qui nous a séparés. Il y avait des rites d'ailleurs aussi. Oui, il y avait des jeux, il y avait les... Et certains qui avaient des rites, enfin c'était assez large, ça n'allait pas. Expériences. Oui, il y avait quelque chose, il y avait, si vous voulez, une espèce de pente qui aurait pu aller dans cette direction. Et blasphématoire d'ailleurs. Bien entendu, mais enfin une contre-religion n'a pas moins beaucoup de choses en commun avec son adversaire. L'atmosphère dans laquelle vivait Breton, c'est une atmosphère intellectuelle et sensible, comme il disait surtout, était plus coupée probablement d'un rationaliste du XVIIIe siècle que finalement, probablement, de n'importe quelle secte religieuse. Le mouvement surréaliste ne pouvait aboutir qu'à une religion, et moi, je voulais en faire une, parce que tout ça aurait été pris, maintenant ce serait celle qui dominerait, basée sur celle d'Auguste Comte. Et j'ai parlé à Breton et je lui ai expliqué mais il était contre le positivisme, c'est d'Auguste Comte. Mais je lui ai dit, le plus sublime d'Auguste Comte, c'est qu'au moment où il envisage de fonder une religion, il dit surtout, il faut compter avec les banquiers. Alors quand je parlais des banquiers, alors Breton, il a parlé. René Allo, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui attirait particulièrement Breton, homme de lumière, homme de la clarté, vers l'obscur, lui qui est entré en relation avec vous, c'était vers 1952 à peu près? Il n'y a pas eu à cette époque d'enseignement ésotérique, comme on l'a dit parfois, qui a été donné à André Breton particulièrement. D'ailleurs, je crois qu'il n'avait d'enseignement à recevoir de personne. Oui, mais il cherchait, si vous voulez, dans la tradition ésotérique, il cherchait peut-être une métaphore ou peut-être un tremplin vers quelque chose d'autre. J'ai l'impression, n'est-ce pas, que je peux confirmer par les quelques 9 années pendant lesquelles j'ai eu l'occasion de parler de ces questions avec André Breton, que son attitude était dominée surtout par sa curiosité fondamentale, qui était celle d'une généralisation de l'expérience poétique. Ce n'était pas l'obscur en tant que tel qui l'intéressait, ni l'occulte, n'est-ce pas? C'était la possibilité d'élargir l'expérience poétique à des activités qui n'étaient pas littéraires, qui étaient aussi peu possibles engagées dans la littérature, et qui présentaient surtout comme la littérature alchimique, disons comme les textes alchimiques plutôt, une somptueuse imagerie, n'est-ce pas?
à travers l'imagerie alchimique, à travers les noces alchimiques, il est certain que tout ce qui pouvait séduire au possible Breton était rassemblé. Mais par ailleurs, la lucidité critique de Breton était exemplaire. C'est-à-dire, autant il était disposé à admettre le merveilleux, autant il avait horreur de l'imposture dans ce domaine. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi, très souvent, enfin, une volonté de profanation, une volonté de subversion, cherchée justement dans les traditions ésotériques? Dans la mesure où ces traditions ésotériques, naturellement, pouvaient tenir compte d'abord d'une certaine persécution de leurs auteurs, il ne faut pas l'oublier, Breton, avec sa générosité habituelle, protestait là, contre des interdits. Donc, dans cette mesure-là, les persécutions qu'ont eu à subir au cours des siècles les astrologues, les alchimistes, n'est-ce pas, incitaient naturellement Breton à prendre leur défense, n'est-ce pas, comme celle de tous les opprimés. Mais il était aussi sensible, certainement, à l'esprit luciférien, enfin, qui pouvait s'exprimer à travers certaines traditions, une sorte de volonté de conquête de la nature perdue, enfin, qui a été évidemment un des thèmes majeurs de l'imagination surréaliste. Oui, justement, peut-être qu'on pourrait aborder ce thème des secrets perdus, des pouvoirs perdus que le surréalisme et surtout Breton entendait récupérer, entendait mettre au service de l'homme. Jusqu'à Breton, jusqu'au surréalisme, il existe une expérience de la poésie qui est réservée, on peut dire, aux poètes. C'est ça. À partir du surréalisme, à partir d'André Breton, cette expérience poétique doit être généralisable. Alors la récupération des pouvoirs perdus fait partie du mot d'ordre de Lautréamont. La poésie doit être faite par tous et non par un. Donc il y a mise en commun, on peut dire, des secrets qu'on retrouve. Et c'est dans cette récupération commune, n'est-ce pas, à la fois de la volonté et du désir de recherche, que réside, si vous voulez, tout l'intérêt du mouvement. C'est ça, et l'investissement des lieux obscurs, des lieux où se trouve le secret. Oui. C'est un investissement à la fois réel, en ce qui concernait par exemple les promenades, et imaginaire, en ce qui concernait l'exploration dans les livres, de l'imagerie. Oui, le roman noir, par exemple, le château, tous les lieux fermés, les lieux clos et sombres. Il y a récupération, il y a levé des interdits. Si vous voulez. La grande préoccupation, je crois, d'André a été la levée des interdits culturels, et Dieu sait qu'ils étaient nombreux à une certaine époque. Il y avait, on le sait, un Paris d'André Breton. Il y avait pour lui un certain nombre de lieux clés dans Paris. Est-ce qu'il ne s'agissait pas pour lui, au fond, d'une espèce d'itinéraire initiatique, peut-être? Il y a eu, en tout cas, de la part d'André Breton, une très grande fascination qui a été exercée sur lui par certains lieux privilégiés, comme la Tour Saint-Jacques, comme Saint-Germain-l'Auxerrois, la place Dauphine, Notre-Dame, enfin les alentours de Notre-Dame. Et on peut naturellement retrouver des souvenirs assez fascinants, enfin, de personnages comme Nicolas Flamel, à l'ombre de la Tour Saint-Jacques, et comme les Templiers, par exemple, au Pont-Neuf. N'est-ce pas? Vous vous souvenez, je crois, d'un texte d'André Breton, admirable d'ailleurs. Qui s'appelle Pont-Neuf, d'ailleurs. Pont-Neuf, et où il découvre la féminité de Paris et la place Dauphine, enfin, comme centre de cette féminité, et où il explique d'ailleurs pourquoi la statue du Pont-Neuf devait être orientée dans une certaine direction en fonction de ce symbolisme. Alors, je crois qu'il y a là une réinvention de Paris qui est capitale. Dans quelle mesure elle rejoint l'itinéraire initiatique, ça, je crois que c'est assez difficile à en discuter, parce qu'il faudrait d'assez longues considérations. Mais André Breton était incontestablement persuadé qu'il existait à travers les rues, n'est-ce pas, d'autres chemins que ceux de notre habitude, et à partir desquels on pouvait découvrir un mystère. Justement, celui que nous cache notre usure du regard. Ce qui n'a pas été lui-même assailli par... c'est-à-dire lorsqu'il a commencé à écrire ce fameux livre, L'Art magique, il s'est trouvé en proie, on peut bien le dire, à des démons intérieurs. Une dédicace dont il m'a honoré m'a particulièrement frappé. Il avait écrit à René Allot, qui sait qu'il ne trouvera ici que des cendres, comprenant à quelle distance du foyer je me suis brûlé. Donc il y avait l'impression d'un échec, n'est-ce pas? Ou peut-être sinon d'un échec, du moins d'un interdit. C'est ça. En tout cas d'un risque total assumé jusqu'au bout, jusqu'au bout de lui-même. On pourrait peut-être maintenant passer à cette fameuse question de l'or du temps. Ça a tout de même été finalement un mot-clé dans la vie d'André Breton. C'est la formule qui a été portée
sur le faire-part de son décès. Comment interprétez-vous donc ce souci de l'ordre du temps? Oui, je pense qu'on peut proposer en effet plusieurs interprétations. Mais je voudrais simplement rappeler que le dieu du temps était Saturne chez les Romains, Chronos chez les Grecs, dans lequel on a d'ailleurs reconnu parfois le Satan de l'écriture, et qu'on attribuait à ce dieu le plomb, qui est un métal gris et opaque, lourd, n'est-ce pas, comme le poids du seigneur de l'histoire. Alors que le métal qui était attribué au soleil était l'or. Donc c'est le métal par excellence de la lumière. Chercher l'or du temps, c'est chercher le sens de l'éternité à travers le temps et presque contre la conscience historique. Et je crois que l'expérience poétique, au sens où Breton a pu l'agrandir à travers le surréalisme, a été essentiellement une opposition à la conscience historique, réductrice, n'est-ce pas? L'expérience amplificatrice poétique, qui est la recherche de la lumière, la recherche de la régénération intérieure, rejoint ici en quelque sorte l'expérience des alchimistes, bien qu'elle en soit distincte, puisqu'il s'agit d'une expérience essentiellement poétique. D'ailleurs, c'est Rimbaud qui parlait de l'alchimie du verbe. Alchimie du verbe, il faut prendre ce terme, n'est-ce pas, dans son acception la plus large. Peut-être pourrions-nous parler aussi de cette chose qui l'irritait beaucoup, qui est l'opacité dans la vie, et l'opposition qu'il lui a toujours apportée vis-à-vis de ce qui est cristallin, de ce qui est transparent. Il disait, je veux que ma maison soit une maison de verre, etc. C'était une opacité qui rejoint justement le mythe saturnien. Osiris est un dieu noir, n'est-ce pas? Mais il passait de cette opacité, de ce dieu noir, en même temps une imagination du cristal, enfin, qu'on retrouve d'ailleurs à travers son style. Mais dans quel sens entendez-vous cette opposition? Est-ce que vous pensez qu'il s'agit là d'une dialectique? Enfin, je pense qu'il s'agit d'une dialectique, mais je pense que cette notion de transparence allait plus loin chez lui. Et enfin, l'appel au grand transparent était une notion tout de même qui dépassait la pure dialectique. Enfin, il y avait là presque annonciation prophétique d'un état transparent, d'un état... on pourrait dire d'un état angélique. Voilà, oui. Angélique ou démoniaque. Ou démoniaque, oui. N'est-ce pas, l'équivoque reste entière? Oui, d'autant que le goût pour les anges déchus et pour la chute, enfin, restait grand chez Breton. Il admirait beaucoup la femme Satan. Je crois que vous aviez une anecdote à nous raconter qui pourrait un peu nous servir de conclusion. Il s'agit du faire-part des obsèques d'André Breton qui m'a été envoyé comme à d'autres de ses amis et sur lequel figure la formule « je cherche l'or du temps ». J'avais reçu ce faire-part et parmi d'autres papiers, je l'avais laissé au hasard sur une table sur laquelle j'avais étendu, pressé par le temps, une couverture. Et à cette époque, c'était les vacances, j'avais repassé moi-même une cravate. Et en partant, j'ai oublié de le faire. Aïe, 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 ça pourrait être grave. Quand je suis rentré, la couverture était transpercée, les feuilles étaient brûlées, et j'ai trouvé la carte. Ah, c'est extraordinaire comme forme, oui. C'est une forme qu'on peut identifier assez facilement. C'est un creuset. C'est un creuset, exactement. Donc l'alchimie a retrouvé ses droits. Je ne sais pas, mais je le verse au dossier du hasard objectif. Jean Schuster et José Pierre, vous faites partie, avec moi d'ailleurs, d'une génération qui a fait l'entourage de Breton pendant un certain nombre d'années et qui a été parfois très violemment prise à part parce que nous étions considérés un peu comme les dauphins ou les héritiers de Breton. Et est-ce que ça a été pour vous, en tout cas, est-ce que ça a été lourd? Est-ce que ça a posé des problèmes? Est-ce que ça en pose encore? Eh bien, oui, il est sûr que ça pose ça a posé un certain nombre de problèmes, mais ce terme d'héritier, de dauphin, ne correspond en vérité à aucune réalité à mon sens, dans la mesure où il n'y avait pas, très spécialement avec Breton, de par sa personnalité, ce qu'on peut appeler un conflit de génération ou un fossé entre sa génération et la nôtre, qui représentait tout de même, enfin, plus qu'une génération de différence, un écart de 35 ans environ. Lorsque Gurdjieff s'adressait à un de ses disciples, ça commençait toujours à peu près par « Vous stupide merdité !» Et j'ai lu ça récemment et ça m'a frappé. La
différence m'a frappé. Et en effet, avec Breton, et c'est un peu continuer ce que disait Jean Schuster, c'est exactement le contraire. Et on avait toujours l'impression, de la part de Breton, que même le frêle petit jeune homme qui s'amenait parmi nous, dont personne ne savait rien, que c'était une personne qui avait autant de valeur à ses yeux que n'importe laquelle, et la façon, la manière dont il l'interrogeait, sur un livre, une exposition, un événement vécu, etc. Et l'attention avec laquelle il l'écoutait était extraordinaire. Il y avait une passion des individus extraordinaire chez André, et je crois que sans elle, la durée extraordinairement anormale du mouvement surréaliste ne s'expliquerait pas. En quoi Breton continue-t-il à peser, en quoi continue-t-il à nous stimuler aussi? Dans la mesure où le surréalisme et Breton, très particulièrement, ont formulé des exigences que nous avons été quelques-uns à reconnaître comme les nôtres, quelles que soient les vicissitudes d'un mouvement, il est bien évident que chacun d'entre nous, ces exigences, il ne peut pas décider du jour au lendemain qu'elles n'existent plus. Mais en tous les cas, je pense qu'à la mort de Breton, nous avons été quelques-uns à savoir qu'en tout état de cause, quelles que soient les pressions intérieures ou extérieures, il fallait faire en sorte que les exigences surréalistes continuent. N'importe qui sait aujourd'hui, ou peut le savoir s'il le désire, ce qu'est le surréalisme, ce qu'il a voulu être, et quels étaient par conséquent ses buts. Et c'est pourquoi il me semble qu'aujourd'hui l'activité militante d'un groupe telle qu'elle était dans le passé n'a peut-être plus tout à fait sa raison d'être. Par contre, il reste à continuer l'exploration. L'exploration commencée par le surréalisme, celle-là, elle me paraît loin d'être arrivée à son terme dans tous les domaines. Aujourd'hui, l'esprit du surréalisme a envahi finalement tous les arts, toute la poésie, toute la littérature moderne, un peu partout. Et alors, ou bien il faudrait dire que c'est l'art entier qui est devenu surréaliste, ce qui nous gênerait un petit peu, ou bien alors on est porté à citer perpétuellement de nouveaux surréalistes, ce qui serait un petit peu abusif à mon avis. J'ai misé sur ce que je croyais juste, sur ce que je jugeais de nature à rendre moins inacceptable la condition humaine. J'ai le sentiment de ne pas avoir démérité des aspirations de ma jeunesse, et c'est déjà beaucoup à mes yeux. Ma vie aura été vouée à ce que je tenais pour beau et pour juste. Tout compte fait, j'ai vécu jusqu'à ce jour comme j'avais rêvé de vivre.